Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission La Guinée qui bouge. Vous le savez, dans cette émission, nous vous proposons d'aller à la découverte de ceux qui font bouger les lignes dans le pays, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la politique, de l'économie, de la société, de l'entrepreneuriat. Tout simplement, on s'intéresse à ceux qui font bouger la Guinée. Pour cette émission, je me suis proposé d'aller à la rencontre d'une invitée, un citoyen, une Guinéenne et non des moindres qui essaye de faire bouger les lignes à sa manière. Avant donc de parler de sa création, de ce qu'elle a eu à mettre en place dans le pays, nous allons tout de suite discuter de la pénétration de la téléphonie mobile en République de Guinée et globalement en Afrique et de l'opportunité que cela a créée dans le pays. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Fadima Diawara. Elle est la cofondatrice, elle est la fondatrice de Confabo. Fadima, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté enfin notre invitation. Merci pour l'invitation. Je dis enfin parce que tu sais, vous savez qu'il y a une histoire derrière tout ça. Exactement. Voilà. En tout cas, je suis super contente d'être là avec vous et pouvoir partager. Ensemble, nous allons parler donc de la téléphonie mobile. Je rappelle que vous-même, vous êtes la fondatrice de Confabo, qui est un smartphone made in Guinée. Vous allez nous démontrer tout à l'heure comment, à travers ce téléphone, vous êtes parvenu à vous faire une part du marché, mais aussi à faire bouger les lignes dans le pays. Mais discutons donc de la pénétration de la téléphonie mobile en Afrique et particulièrement en Guinée. C'est une opportunité. Oui, la téléphonie mobile, moi, je dirais que c'est le futur. C'est le futur de notre continent. Et en Guinée, quand on regarde un peu les chiffres de l'ARPT, on voit qu'il y a 14,4 millions d'abonnés de téléphonie mobile, ce qui équivaut à un taux de 116% d'utilisateurs de téléphone. Donc, ce qui veut dire c'est un chiffre très extraordinaire et qui est très en dessous compte tenu d'autres pays africains. Mais c'est très... la Guinée a encore du chemin à faire. Exactement. La Guinée a beaucoup de chemin à faire, mais un taux de 116%, c'est pas mal comme taux. Ça veut dire que voilà, le process est là et que l'avenir, c'est la téléphonie également. On parle de téléphonie, mais aussi c'est la pénétration de l'Internet, parce que les deux pratiquement vont de pair. Aujourd'hui, il est pratiquement impossible de voir un Guinéen, un foyer qui n'a pas un téléphone. En plus de cela, c'est aussi la pénétration de l'Internet et les deux vont de pair. Cela équivaut à la création d'opportunités à la fois de travail, mais de facilité aussi de la vie. N'est-ce Alors, quand on parle de taux de pénétration d'Internet, chez nous ici en Guinée, on parle de 48%. Donc, on n'est même pas encore à 50%. C'est vrai dans les grandes villes guinéennes, tout le monde a une connexion Internet, même dans les villages. On arrive à avoir le 3G, on arrive à se connecter par endroit. Mais 48%, c'est encore assez conséquent. Bon, c'est conséquent, mais c'est très bas pour le moment. Par rapport à d'autres pays, bien sûr. Exactement. Par rapport à d'autres pays, on parle de 100 et quelques %, de 100%. Bref, mais c'est un bon début pour nous, pour la Guinée, parce que le futur aussi, c'est l'Internet. Avec l'Internet, on a le monde ouvert à nous et on a accès aux informations, on filtre tout. Maintenant, le public, toute personne lambda peut être créateur de contenu, avoir accès également aux informations, donc être ouvert au monde. Ça aussi, c'est grâce à l'Internet. Et ce qu'on constate surtout avec la téléphonie aujourd'hui, c'est vrai que le besoin de communiquer a toujours existé. Mais le besoin, il est allé au-delà de la simple communication. Aujourd'hui, le téléphone est considéré à la fois comme un outil professionnel, de business, mais aussi de facilité de la vie. C'est ça aussi qui est extraordinaire aujourd'hui avec le téléphone en Guinée. C'est ça. Au fait, le téléphone ou le smartphone, en général, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien. On a Orange Money, voilà. MTN Money, etc. Il y a beaucoup de facilités. Je parlais de cela. On a vu des documentaires, par exemple, où des femmes qui se retrouvent des foyers dans des régions vraiment encore plus enclavées, qui arrivent à partir des transactions sur la téléphonie mobile, c'est-à-dire les banques qui se transposent. Le fintech. Et ça devient quelque chose d'extraordinaire qu'on est en train de constater. Oui,
c'est vraiment extraordinaire. Ça nous ouvre des portes également. Imaginez quelqu'un qui est dans mon village aux confins de la Guinée, qui a accès à l'Internet, ou même pas Internet, qui peut faire des transactions mobile money. C'est cela aussi. Parce qu'on est dans une population où tout le monde n'a pas accès, tout le monde n'est pas bancarisé. Oui. Le taux de bancarisation est très faible. Ouais. Donc, le système... Et cela même dans l'administration du pays. Ça, il faut le dire. D'accord. Ouais. Alors, imaginez si c'est dans l'administration, le Guinéen lambda qui n'a pas accès à un compte bancaire, mais grâce aux solutions mobile money, ils arrivent à faire leurs transactions. Et je peux vous dire que les transactions qui se font par mobile money sont beaucoup plus élevées que les transactions bancaires. Ouais. Donc, c'est un niche de marché énorme, que ce soit pour la Guinée, quand on parle le cas de la Côte d'Ivoire, quand on dit des chiffres, ça fait peur. Ouais. Des transactions journalières qui se passent par mobile money, c'est juste extraordinaire. Ouais. Donc, c'est des niches vraiment de création d'emplois, d'opportunités et beaucoup de choses qu'on peut faire là-bas. Et c'est à ce niveau que vous vous placez, vous vous êtes, disons, positionné en essayant de mettre au service des Guinéens un outil téléphonique. De quoi il s'agit-il? Voilà. Alors, moi, quand j'ai commencé le concept, en fait, Kumfabo, Kumfabo qui signifie, dans une de nos langues en malinké, être en contact, avoir des nouvelles, attirer également sa curiosité, parce que pour moi, un téléphone, ça sert à ça, être en contact avec nos... Je vais le dire en malinké littéraire, Kumfabo. Exactement, c'est ça. C'est ça. Le mot est venu comme ça, parce qu'à chaque fois, je parlais avec ma maman, elle me dit « Ah, je t'ai appelé pour avoir de tes nouvelles, qui est Kumfabo ». Donc, je me suis dit, si on doit donner le nom à un smartphone ou à un produit, le nom téléphone, ça n'existe pas dans nos langues locales. Donc, il faut des connotations pour pouvoir représenter quelque chose dans nos langues. Donc, pour moi, le nom Kumfabo était beaucoup plus adéquat à cela. Alors, le slogan, on l'a voulu beaucoup plus international pour dire « Because it's your right », parce que c'est ton droit, parce que c'est la technologie, donc c'est le droit à tout le monde d'avoir accès à ces technologies-là. Kumfabo est vraiment venu pour répondre à un besoin de communication, créer une marque guinéenne africaine qui nous représente et avec laquelle nous nous identifions. Qui puisse avoir son label. C'est ça. Parce que ça n'existe nulle part un téléphone qui s'appellerait Kumfabo. On connaît des Nokia, des Samsung, des Apple, etc. Mais jamais de Kumfabo. Ça fait une particularité à la guinéenne. C'est ça, c'est la paternité guinéenne de Kumfabo. C'est ce que je chante, c'est ce que je raconte partout dans le monde où je vais. Donc, Kumfabo, c'est une partie de nous. Certes, on se veut africain, mais la paternité de la marque, elle reste guinéenne. Alors, on va revenir sur cette histoire. Vous avez commencé une partie, la relation entre vous et votre mère. Elle qui cherchait à savoir comment ma fille se porte, parce que sa fille est de l'autre bout du monde. Elle cherchait à savoir comment vous viviez, comment ça se passe. Et ça vous a donné l'esprit de créer un outil qui s'appellerait Kumfabo. Au fait, ce n'est pas exactement comme ça. Allez-y, j'ai essayé de percer le secret, mais alors dites-nous. Alors, ce n'est pas exactement comme ça. Ma mère, on se parle chaque jour. Donc, à chaque fois qu'elle m'appelle et qu'il y a deux ou trois jours qu'elle n'a pas de mes nouvelles, qu'elle essaie de me rejoindre, elle n'arrive pas. Elle dit non, quand on s'appelle le matin, la journée, la nuit. Je dis, mais on a parlé en journée. Elle dit, oh, je t'appelais juste pour avoir de tes Kumfabo juste. Je dis, ah, ok. Donc, quand le projet est né, j'avais le projet, j'avais le concept, mais je n'avais pas de nom. Je cherchais le nom, en fait. Donc, je me suis dit, le nom, il y a maman qui m'appelle, le téléphone dans nos langues. Je regarde, je ne trouve pas de téléphone dans nos langues. Il n'y a pas. Il me faut absolument une langue africaine pour représenter cela. Ce qui dit de téléphone africain dit langue africaine. Il faut qu'on s'identifie à la marque, qu'on s'identifie d'abord au nom de la marque. Quand on dit, par exemple, Samsung, Nokia, Techno, machin, ça ne représente rien dans nos langues. Il y a toute une culture derrière, mais qui ne nous appartient pas. Exactement. Absolument, mais ça ne veut rien dire dans nos langues. Mais par contre, quand on dit à un Guinéen Kumfabo qui comprend, qu'on l'explique ce que ça signifie, il a le réflexe tout de suite de comprendre ce que ça signifie dans nos langues. Donc, le nom est venu comme ça, et inspiré de ce que maman appelait chaque fois. Cette histoire avec votre maman. C'est ça. Alors, le concept donc a été créé, l'outil créé, mais
il y a encore du chemin à faire. Comment, pour vous, vous en êtes sorti pour déjà que le projet soit concrétisé en outil, en objet, en téléphone, et ensuite que ce téléphone puisse être vendu, accepté par les Guinéens? Quel a été le chemin? Waouh, le chemin a été super long parce qu'on a commencé le projet en 2016 et on a fait la première introduction sur le marché en Guinée en 2020. Donc ça nous a pris quand même 4 ans de développement. De produits, de branding, de développement de marque, de créer une communauté autour de la marque également. Donc ça a été tout un procès. Pour avoir le financement également, pour se lancer, ça a été long. On en reparlera d'ailleurs, parce qu'il y a un gros aspect financement également derrière le business que vous avez. C'est ça. Donc, ça a été un process très long et très compliqué. Heureusement, on a eu également le soutien des médias qui ont donné beaucoup de visibilité au projet. Et ça fait qu'on a eu beaucoup de visibilité. Ça fait qu'on a pu créer une communauté autour de cela. C'est ce que je disais tout à l'heure, que l'Internet, c'est un monde si on l'utilise à bon escient. Tu peux rester dans ton petit village ou dans ta petite chambrette et influencer, exactement, et influencer et faire paraître ton idée, imposer ton idée au monde. Donc nous, on était dans notre petit coin et on arrivait à parler de Koumfabo sur les réseaux sociaux, arriver à créer une communauté autour du projet, et c'est ce qui a fait naître Koumfabo. Alors, je me permets de faire juste un point à ce niveau, parce qu'en lisant, je vois que Koumfabo est aussi une entreprise. Et ça me renvoie à une autre entreprise qui a aussi commencé comme ça. C'est la grande marque Apple, la marque à la pomme, qui a aussi commencé par la création de l'entreprise Apple, le téléphone, l'ordinateur, enfin l'ordinateur, le téléphone, ainsi de suite. Est-ce que ça vous a inspiré, Apple? Bien sûr. Bien sûr, m'a inspiré surtout son fondateur, Steve Jobs. C'est quelqu'un qui est très inspirant. Et quand on se lance dans ce monde, c'est bien d'avoir des gens qui ont déjà réussi et s'inspirer de ces personnes. Certes, ce n'est pas le même écosystème. Ce n'est pas la même configuration, les mêmes communautés, etc. Oui. Voilà, mais c'est bon de s'inspirer de ces personnes-là parce qu'on se dit, si lui l'a fait, même si on n'est pas dans le même écosystème, c'est que je peux le faire. La chance pour nous, c'est que l'Africain est propice à utiliser quelque chose qui ne lui est pas familier. Donc, on peut l'inculquer, faire à ce qu'ils acceptent ce produit-là. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes dus au nom, dû que je dise que ma marque est guinéenne ou africaine. On me dit, ça ne va pas se vendre. On dit que c'est une marque européenne. Je dis, moi, je viens de la génération d'Africains qui s'assument, qui tient à notre africanité. Donc, si je dois commercialiser quelque chose pour le continent ou pour mon pays, ça doit être quelque chose qui me ressemble. Et pour que les personnes de mon pays puissent s'identifier à ce produit-là. C'est ça. Donc, il faut tout faire un travail d'appropriation et également d'intégration du Guinéen lambda qui l'accepte cela, en fait, qui disent c'est une consoeur qui l'a fait, donc c'est bien fait. En fait, on n'a pas besoin de l'autre pour le faire. Nous, on peut le faire avec toutes les qualités. Il ne faut pas forcément que le produit soit de l'extérieur pour qu'on ait du crédit à cela. Exactement. Et la question qui se pose à présent, commercialement, financièrement, vous avez un gros goulot d'étranglement. Comment faire couler ce produit-là? Vous avez parlé du caractère d'acceptabilité. Vous avez fait des efforts là-dessus. Et aujourd'hui, vous avez fait venir le produit en Guinée. Comment ça s'est passé, les premières démarches? Et déjà, est-ce qu'une banque, déjà, vous avez fait confiance? Comment ça s'est passé tout ça? En fait, le process que Koumfabo a suivi, c'est un process qui n'est pas du tout atypique pour des startups. Voilà. Koumfabo est la première start-up qui s'est fait financer par une banque. Donc ça, c'est juste pas possible parce que les banques sont extrêmement sceptiques. Ils sont, comment on appelle ça, le département risque de la banque, ils fouillent partout. Donc les banques ne sont pas propices à financer des start-up, à financer des idées, on va dire. Ils financent quelque chose qui est concret, quelque chose qui a déjà un background. Et nous, on vient avec un projet, une idée, juste des prototypes.
et une banque finance. Ça, c'était en 2019. La Banque Société Générale, avec l'ancien leadership qui était là-bas et tout, ils ont voulu financer, accompagner Kumfabo à hauteur de 300 000 euros pour pouvoir lancer le premier modèle de Kumfabo, qui était le F99, qu'on a lancé en janvier 2020. Donc, Kumfabo a un parcours pas du tout atypique. Normalement, des startups ou des idées comme ça se financent par des investisseurs ou des investisseurs. Et qu'est-ce qui a pesé dans la balance à ce niveau? Dites-nous, Fadima. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Est-ce que c'est parce que tu étais plus crédible? Est-ce que le projet il était plus bancable? Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Je pense qu'ils ont compris que le projet était crédible, c'était bancable. Également, la visibilité, c'est ce que je dis aux gens, parlez de ce que vous faites. Soyez les porte-drapeaux de vos idées, de votre projet. Si vous ne parlez pas de votre projet, personne ne va vous entendre. La communication. Exactement, c'est primordial. C'est bien de faire des selfies sur Internet, mais c'est bien de communiquer aussi sur ce que tu fais, créer une communauté autour. Nous, on n'est pas allé vers Société Générale. Société Générale est venue vers nous. Parce que l'entreprise, la banque, a vu déjà ce que vous dites de votre produit. C'est ça, et ce que les médias, c'est pas ce qu'on dit, mais ce que les médias disent de nous. Peut-être à un côté, mon histoire fait vendre les médias, donc on a eu la chance d'apparaître dans les plus grands médias du monde. Et Société Générale nous a connus à travers un article de Jeune Afrique. Et on m'a contacté, je suis venue à Conakry à la semaine du numérique, j'ai rencontré les dirigeants de la Société Générale. Ils voulaient me vendre Yop. À l'époque, ils avaient leur produit qui s'appelait Yop. Et moi, je n'étais pas du tout intéressée par Yop parce que moi, j'avais mon produit Mobile Money déjà qui devrait être dans nos smartphones par défaut, mais je n'avais pas d'argent pour financer la production. On avait le prototype qui avait été testé par tous les grands, validé partout. Enfin, ça nous a pris quand même, on a changé de prototype, 4 prototypes pendant 4 ans, jusqu'à avoir le bon prototype. Le bon, voilà. Et tu as le bon, tu as besoin de financement, tu n'as pas maintenant de financement pour produire ne serait-ce que 3000 pièces pour être sur le marché. Il y a une banque qui t'appelle, tu es très content, tu viens, mais la banque derrière veut te vendre sa solution Mobile Money et te demande de préparer... La banque veut t'imposer son concept, c'est ça? Oui, son concept à l'époque, enfin Yop, ils n'existent plus parce qu'ils ont fermé. C'était à l'époque la solution Mobile Money de la Société Générale, partout, dans toutes les Sociétés Générales de l'Afrique. Ils voulaient me vendre cette solution. Et moi, je n'étais pas intéressée par cela. Moi, j'étais venue dans l'optique d'avoir un financement. Et je viens dans l'optique d'avoir un financement, mais je n'ai pas de garantie. Je ne peux pas garantir un financement de 300 000 euros. C'est juste pas possible. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance à ce niveau-là, Fadima? Allez, va dans les secrets. Qu'est-ce qui a pesé dans la balance? Je pense qu'il y a le leadership aussi. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut. C'est très important parce que quand on a des grands banquiers devant toi, des gens très, très sceptiques. Les gars des finances. Voilà, des finances. Et toi, une petite femme, tu es là, tu es assise et tu dis, je m'en fous, je ne suis pas intéressée. Et puis, tu dis, bah, si vous ne me financez pas, ils me disent, faites un business plan. Je dis, je n'ai pas de business plan, j'ai un pitch. Si vous financez, le projet, il est viable. Si vous financez, OK. Si vous ne financez pas, basta. Moi, j'ai d'autres choses à fouiller. Je ne sais pas ce qui m'a permis de dire cela, mais... C'était un peu agressif quand même. Très agressif. C'est parce que tu étais sûre de ton idée. Exact. J'étais très sûre de moi. J'étais sur un petit nuage, au fait. Donc, je pense que ça les a plu. Ils ont vu cette attitude d'arrogance. Je ne dirais pas d'arrogance, mais d'être... De sûreté, je pense. De sûreté et d'audace surtout. 3 mois après, moi j'ai voyagé, je suis partie. Donc 3 mois après, ils m'ont recontacté, on va vous financer. J'ai dit OK. Après, le process a pris le temps. Et c'est là les premiers produits Kumfabo. Et c'était quel modèle? C'était le F99 qui a été préfinancé et cette fois-ci, qui a été financé totalement par la Société Générale. Et on a embarqué les solutions Mobile Money de la Société Générale par défaut, à savoir leur wallet de transactions. Et Yop également est venu par défaut dans ce smartphone. C'est ça. Et il y a eu du chemin, puisqu'aujourd'hui vous êtes à 3 au troisième modèle. Troisième modèle de votre smartphone. C'est ça. Quelle est aujourd'hui l'acceptabilité? Quel est le part Est-ce que vous avez d'ailleurs quelque chose à gagner derrière tout ça aujourd'hui? Est-ce que le business a été rentable? Le business... 300 millions quand même, 300 000 $? Oui, 300 000 euros. Voilà, 300 000 euros investis pour un premier coup. Ensuite, aujourd'hui, vous le trouvez où? Comment l'entreprise se porte?
Bah, l'entreprise se porte bien à la guinéenne, on va dire comme ça. Surtout qu'il y a 3 modèles qui sont venus derrière. Si, il y a 3 modèles qui sont venus derrière. En tout cas, la première transaction, c'est bien faite parce qu'on n'a pas géré réellement les ventes. C'est Société Générale qui gérait les ventes à leur niveau. Ils dispatchaient ça non pas seulement à Conakry, mais également à l'intérieur du pays. Ouais. Donc, on a profité des agences de la Société Générale comme vitrine de vente. Et la particularité de cela, c'est parce qu'on a développé un système qu'on a mis sur place pour mettre le consommateur au centre de la marque. C'est-à-dire, voilà, je m'explique. Kumfabo est la première marque qui est vendue à crédit grâce à notre collaboration avec la banque. Le client peut préfinancer son téléphone sur 6 mois ou la modalité que l'impose la banque sans intérêt. Un modèle qui, je rappelle, n'existait pas encore en Guinée. Non, ça n'existait pas. Et beaucoup d'autres, moi je suis très contente parce que beaucoup d'autres entreprises se sont inspirées de cela. Et c'était la première marque de smartphone en Guinée qui a couplé un concept d'assurance. Alors, quand je me suis dit, bah, on va payer une assurance pour un téléphone, on me dit, mais t'es folle, personne ne va payer. Personne ne va payer l'assurance. Oui, on était agréable. On assure sa voiture, parfois on est obligé. On assure sa maison parce parfois on est obligé. On assure les enfants parce que 2 fois on est obligé. Mais de souvenance et de mémoire, on n'a jamais assuré un téléphone. C'est ça. Parce que ça va se casser, ça va se voler, etc. C'est ça, c'est parce que personne... Et ça a marché? Ben, très bien. Les 3000 téléphones qu'on a vendus, toutes les personnes qui ont acheté ont souscrit à l'assurance. C'est parce que personne ne leur avait proposé cela. Et nous, on a proposé ça. On est parti avec un partenaire qui est l'Anala Assurance, donc qui assurait nos téléphones en termes de casse d'écran. Et c'était bien parce que toutes les personnes qui ont cassé leur écran sont venues à notre service technique pour changer. Et parce qu'il faut dire derrière tout ça, c'est que vous avez aussi ramené de l'usine les outils de remplacement, de rechange, de réparation. C'est ça. Voilà. Quand on fabrique un téléphone, on ne va pas seulement fabriquer un smartphone Kumfabo et pif, on l'amène. Non. On fabrique les téléphones avec toutes les petites pièces composantes du téléphone qui sont rapatriées également en Guinée. Et c'est notre centre de réparation technique qui garde nos pièces de rechange, toutes les cartes mères, toutes les petites composantes d'un téléphone que vous voyez, on exporte tout avec ça et tout est personnalisé à la marque Kumfabo. Très bien. Voilà. On va parler d'une chose. À présent que la marque existe, le téléphone il existe, on a déjà une banque qui a donné de l'argent pour faire le premier modèle. On est aujourd'hui à un 4e modèle et un part de marché qui a été créé. Parlons maintenant à présent de l'administration, de l'État, du chef de l'État, du Premier ministre, des autres ministres. Est-ce qu'il y a eu des engagements pour vendre, pour mettre ce téléphone-là au service des Guinéens? Avec tous les services qui existent d'ailleurs. On sait qu'il y a beaucoup de services qui existent, par exemple à l'ANIES, où il y a un mécanisme pour permettre aux citoyens d'avoir voilà, des rétributions, des richesses pour sortir de la pauvreté. Quel a été le part de marché? Comment ça s'est passé tout ça? Est-ce qu'il y a eu de l'intérêt? Est-ce que l'État même s'intéresse à toi? Je pense que oui. Je pense que oui, en tout cas, moi... Ça veut dire que ce n'est pas total? C'est pas total, oui. Je ne vais pas... Peut-être quoi? On va prendre un ratio 1%, 2%? De quoi? D'intérêt? De l'État? De l'État envers Kumfabo? Il n'y a pas de structure étatique qui utilise Kumfabo. Alors, je m'explique. Moi, je dis, il y a des ministères où ce sont des iPhone, je vais dire quoi, 15, 16 qui sont distribués. Non, sûrement. Enfin, je dis ça comme ça, hein. 15, 16 qui sont distribués. Je sais, par exemple, à l'ONAP, vous avez des iPhone 14 Plus qui sont donnés. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas un produit guinéen qui serait donné comme un téléphone de service? Exactement, du moment où on parle de contenu local. Ouais. On devrait donner de la valeur aux entrepreneurs qui sont déjà là, qui créent des emplois, en tout cas qui innovent dans leur domaine. Ouais. Il y a au mois de novembre, on était présent au SADEN, ici. Et il y a le Premier ministre qui est passé à notre stand et tout. Il a demandé à ce qu'on lui livre des téléphones. Et après, moi, j'ai travaillé avec son conseiller, le docteur Imidine, qui a demandé à travers le Premier ministre que tout le cabinet du Premier ministre utilise Kumfabo. Et ça a été fait.
Okay. Donc ça, c'est un acquis. C'est déjà un acquis. Voilà. C'est déjà un acquis. Ils ont demandé que le cercle restreint du cabinet du Premier ministre l'utilise. Donc c'est quelque chose. Ouais. En tout cas, c'est pas je vais dire, ça n'a pas été systématique. Ça n'a pas été systématique parce que les autres ministères ne l'utilisent pas. Ouais. Il y a les autres. Je sais qu'ils ont tous besoin de téléphone, ils ont tous besoin de communication, ils ont tous. Aujourd'hui, besoin quand vous allez dans l'administration américaine, je n'ai pas envie d'exagérer, mais je suis sûr que vous ne trouverez pas de Samsung. Pas du tout. Vous ne trouverez que parmi les marques que vous allez trouver, d'abord, il y a du Apple et il y a du BlackBerry. Encore, BlackBerry n'arrive plus à émettre des téléphones aujourd'hui, mais ce sont les deux marques certifiées dans l'administration américaine. C'est ça, pourquoi la Guinée ne ferait pas le même modèle? Parce qu'il y a un sentiment, il y a le nationalisme et le patriotisme des Américains qui est extraordinaire. On devrait s'inspirer de cela. Aujourd'hui, quand on parle d'Apple, on parle de Steve Jobs ou on parle de Ford, c'est l'État américain. C'est l'État américain. Ce n'est pas le citoyen lambda américain. C'est l'État américain qui a imposé ses marques et qui a fait de ces marques une marque nationale, ce qui n'est pas chez nous encore. Il y a encore du chemin, peut-être ça va le faire. Fadima, on voit qu'il y a du chemin et on va passer de bonnes heures à parler de cela, de faire aussi le plaidoyer. Pratiquement, on est quoi? On est pratiquement à la fin de cette émission, mais j'ai envie de vous demander une chose. So what? Qu'est-ce qui se passe après, maintenant pour Koufabo? Est-ce qu'il y a des prévisions? Est-ce qu'il y a des projets en vue? Exactement. Moi, j'ai une vision, chez Koufabo, on a une vision large. Des fois, on me traite de folle, mais j'ai une vision continentale, j'ai une vision énormément grande pour Koufabo. Je me suis dit, je me suis donné pour mission que le dernier confin de l'Afrique doit avoir ces technologies, doit s'approprier de Koufabo. Donc, on a lancé le premier modèle, F99, le deuxième modèle, le B20. Le dernier modèle, le F99 Pro, qui a été lancé également par le financement d'une banque, la Banque islamique de Guinée, qui nous accompagne sur ce lot. Est-ce qu'on peut avoir un modèle? Est-ce que c'est le même modèle que tu as? Oui, c'est le modèle que j'utilise. On peut voir, tu peux montrer à nos téléspectateurs. Bien sûr. Pour qu'on sache déjà de quoi est-ce qu'on est en train de parler, avec quelques spécificités bien sûr. On te fait de la pub, mais c'est une publicité positive. Que le directeur général de Joma m'en excuse, voilà. Ok, d'accord. Mais tu peux, vas-y. Donc voilà, c'est montrer à nos téléspectateurs. Le dernier modèle de Koufabo, le F99 Pro, a été lancé au mois d'août. Ici exactement en Guinée. Quelles sont les caractéristiques? Combien de gigas? Les caractéristiques, ça vient avec un Android 11, la version d'Android. Donc ça utilise 3G de gigas et 32 de mémoire. Également, on a une mémoire externe de 64 gigas de plus. Voilà, nous utilisons 64 gigas de mémoire de plus. Et également, c'est un téléphone, c'est certifié par les normes de l'Union européenne, dont nous donnons 2 ans de garantie et c'est couplé à une assurance également. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et c'est commercialisé en 500. Voilà. Avec l'option assurance et tout ce qui va avec, il faut bien sûr encourager ceux qui s'investissent dans notre pays. Un dernier mot peut-être pour nos téléspectateurs avant de se quitter. Un dernier mot, utilisez Koufabo, soyez fiers, donnez-nous de la force, nous en avons besoin. Très bien. Voilà, c'était les mots de Fadima Diawara. Je rappelle qu'elle est la fondatrice de Koufabo. Koufabo, c'est l'entreprise, mais particulièrement, c'est le smartphone made in Guinée. Et vous les rencontrez exclusivement chez nous, à Joma, et sur ce plateau de la Guinée qui bouge. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro et à la découverte de ceux qui font bouger la Guinée et les lignes du pays. À très vite.